c'est un coup de maître. C'est vraiment un récit très, très touchant, un ouvrage sans prétention. Donc c'est ce qui justifie un petit peu ce choix. Le titre, alors les titres est quelque peu particulier, hein, les secrets de la Maïda. Oui, alors dès le titre, s'il est question... Ça cache quoi derrière? S'il est question de secret, il sera forcément question de révélation, du moins de transmission. Alors la Maïda, je peux vous apprendre ce que c'est, elle est bien connue des éléments de Barab, hein, cette fameuse... Voilà, autour de laquelle se réunit la famille. Oui. Et l'auteur en fait une sorte de trait d'union, en fait, de cette Maïda entre le passé et l'avenir. Et c'est d'ailleurs pour cette dernière raison que l'auteur dit d'emblée, je cite avec une pointe d'humour, je cite, en juillet 1957, quand je traverse la Méditerranée pour m'installer en France, j'emporte la Maïda dans les bagages. Alors c'est donc un objet transitionnel, et autour de cette Maïda, dans ce récit, elle va raconter à ses petits-enfants sa vie, et donc son enfance, donc l'Algérie des années 40. Alors c'est un peu une autobiographie quand on parcourt ce livre, celui de Chérifa Yamini. J'ai envie de vous dire, la question que l'on se pose à chaque fois qu'on lit une biographie, c'est qu'a fait Chérifa Yamini de sa vie? Qu'a-t-elle réalisé? En fin de compte, elle revient sur quel moment de sa vie? Alors c'est une autobiographie romanesque, pas romancée mais romanesque, dans la mesure où l'auteur a une vie assez exaltante. Alors elle est née en 1938 à Fouca, petit village de colonisation. Joli, hein? Voilà. Et alors très tôt, elle se retrouve orpheline de père, son père est emporté par la maladie. Elle revient d'ailleurs sur les épidémies qui faisaient alors rage en Algérie à l'époque, sur l'inégalité justement entre les populations dites indigènes et les colons face à ces épidémies, puisque inégalité face à l'accès aux soins et aux conditions d'hygiène. Et elle va découvrir les affres de la vie très tôt, puisque la belle-mère de sa mère va donc mettre sa maman, qui se retrouve jeune veuve, va la mettre très tôt à la rue. Oui. Alors elle va commencer donc la plus extraordinaire aventure qui soit donnée, à savoir se faire par soi-même, envers et contre tous, puisqu'elle est interdite d'école et d'accès au savoir. Elle est tout juste bonne à aller chercher de l'eau à la fontaine publique. Elle s'ouvrira à l'âge de 8 ans par avoir accès justement à l'instruction, par chance, puisque sa mère se retrouvera employée comme femme de ménage chez la directrice de l'école. Alors cette issue l'obsède, conquérir la vraie richesse, le savoir. Alors à défaut de pouvoir poursuivre des études de médecine, ça devient particulièrement intéressant, et bien elle va arracher une place d'apprenti dans une école professionnelle de couture, et subitement on lui découvre un véritable talent. Oui. Donc très rapidement elle se fait un nom dans son village. Et c'est assez drôle la façon dont elle décrit comment ces grandes bourgeoises, ces femmes de colons, ont quitté leur villa cossu et leur quartier européen pour s'aventurer via des chemins boueux, juchés sur leur talons aiguilles, dans la petite masure de Chérifa, pour se faire tailler, confectionner des robes. Alors en 1957, elle quitte l'Algérie pour la France, suite à un mariage arrangé non moins réussi. Et son talent est tel qu'elle va se retrouver donc à travailler dans les grands ateliers. On a présenté la personne et par la suite les sentiments sont venus. Voilà. Et arrivée en France, son talent est tel qu'elle va se retrouver à travailler chez grandes de la haute couture parisienne, à savoir Dior, Chanel, Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent, dont elle finira par rejoindre l'équipe dirigeante d'ailleurs. En tout cas, elle a vécu des moments intenses et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons ce matin ce roman et cette autobiographie de Chérifa Yamini, Les secrets de la Maïda, paru aux éditions Alpha. Et ça tombe très bien, un extrait de lecture signé Allons-y. Après le massacre de mai 45 et ses nombreux morts, les mouvements pour la libération de l'Algérie commencent à se former. Le slogan « La valise ou le cercueil » impulse aux hommes une ferme volonté de se rassembler et de réfléchir aux moyens de se battre pour l'indépendance de l'Algérie. À Coléan, les concernés se réunissent au fond du salon de coiffure de Sidi Mohamed, le grand-père de Boualem, et véhiculent des idées de démocratie et de liberté. Ils préparent en secret la révolution, échafaudant des plans afin de dégager une opportunité stratégique. Boualem me raconte que le soir, il se retrouve sur la plage de Ouaouda, marine, autour d'un barbecue, loin des regards et des oreilles roumies. Avec pour seul témoin la lune et la mer. Parmi eux, des chanteurs de Blida, d'Alger et des alentours composent des chansons et des poèmes. Les combattants rêvent en écoutant les messages d'espoir. Un jour, le soleil brillera sur le drapeau d'une Algérie enfin libre et indépendante. Ils s'entourent d'une jeunesse révoltée et prête à s'insurger. Ces jeunes gens attentifs aux paroles de leurs aînés prennent conscience qu'un avenir meilleur se lève à l'horizon. Les colons s'inquiètent de tous ces rassemblements. Ils traquent les fumeurs de kiff. Ils redoublent la répression. Ils craignent qu'un jour les indigènes se révoltent et se retournent contre eux. D'autres Arabes plongent,
Par désespoir ou par lâcheté, dans le vin, leur cerveau se délaie dans l'alcool. Réduits à l'état de légumes et absents du monde, ils déambulent dans les rues sans être réprimés, sous du matin au soir. Ils ne risquent ni de s'insurger, ni de contester, ni de nuire à la vie paisible des colons qui les aiment bien et les considèrent comme leurs bouffons. On les appelle les kilos, les ivrognes. Extrait de lecture signé Moussa Sardi de cette autobiographie de Chérifa Giannini, Les secrets de la Maïda. Il vous a plu, hein? Oui, oui, oui. Ah, celui-là, il vous a plu. Je l'ai lu sans interruption. D'accord, vous avez raison. Alors, il y a eu plusieurs thèmes qui ont été abordés dans cette autobiographie, dans ce roman. Alors, d'un côté les femmes, et de l'autre, son vécu durant la colonisation française en Algérie. Et une période particulière. Oui, plusieurs thèmes, notamment le droit d'apprendre, qui est la véritable clé de voûte de ce récit, un combat aux accents numériques. On revient donc au travers d'une trentaine de chapitres sur les enfants, les indigènes, les colons, la visite au marabout du village, entre autres. Alors c'est un précieux témoignage sur l'Algérie des années 40-50. Elle raconte les inégalités entre colons et populations dites indigènes. Elle donne la parole notamment à deux personnalités, à deux hommes sans emploi qui envisagent d'émigrer en métropole. Elle aborde le cas des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, l'indifférence dans laquelle ils succombent à leur maladie lorsqu'ils ne sont pas réduits à la mendicité, et surtout elle aborde ce désir d'indépendance chez les Algériens, comme on a pu le constater dans cette lecture qu'on vient d'écouter de Mansour Bachkarzi. L'auteur décrit la misère avec justesse, et la phrase de Chérifa Giannini décrit la misère sans sombrer dans le misérabilisme, ce qui est le propre du roman national algérien. Si vous avez lu la trilogie tibienne, vous voyez parfaitement de quoi je veux parler. Autre thème important, les femmes, oui, les femmes, elles sont très présentes dans cet ouvrage. Chérifa Giannini, d'ailleurs, elle a réussi à concilier le respect des traditions et son désir d'émancipation. Alors, elle aborde le statut des veuves, qui sont condamnées à se remarier trop tôt et à perdre tous leurs droits, ou alors elles sont contraintes de trouver un emploi pour subvenir aux besoins de leur famille, comme c'est le cas des mamans, et plus souvent c'est un emploi de femmes de ménage. Et elle revient également sur le statut des jeunes filles qui doivent rapidement devenir bonnes à marier, et aussi sur le statut de ces femmes de colons, ces bourgeoises privilégiées qui viennent justement lui rendre visite. Et c'est loin d'être des clichés, hein. C'est vraiment la réalité dans le temps. Oui, c'est vraiment un regard pertinent sur la société d'alors. Elle revient aussi sur le rôle de la grand-mère dans la société algérienne. C'est vraiment un regard sur les us et coutumes de la société algérienne, un récit des traditions. Et les secrets de la Maïda, c'est aussi et surtout en filigrane le récit des migrations et surtout le récit d'une vocation. Et quand on parle effectivement de la période de la colonisation, on ne pourrait ne pas évoquer les femmes parce qu'elles ont fait beaucoup à cette occasion. Chérifa Giannini, voilà, j'y arrive. Les grands secrets de la Maïda, un roman autobiographie et romancé, pas complètement. Vous avez dit tout à l'heure nuancé. Non, c'est pas romancé, c'est romanesque, dans le sens où sa vie mérite justement l'autobiographie, de par tout ce qu'elle a vécu. Édition Alpha disponible en Algérie et à un prix pas cher. Voilà. Allez, deux propositions ce matin. Oui, alors juste pour conclure, les secrets de la Maïda sont aussi disponibles en France. Alors, des rendez-vous au CCF d'Annaba, rendez-vous avec Hamid Green, jeudi 21 avril à 16h, et un ouvrage que vous avez entre les mains, qu'on vous recommande aussi ce matin, intitulé Rencontre avec le pape, l'islam et le dialogue interreligieux, c'est aux éditions Balzac, c'est signé Mustapha Cherif. Il dédicacera son nouvel ouvrage le samedi 23 avril à 14h30 à la librairie du Tiers. Et nous voici ce livre, est-ce qu'on pourrait le voir? Et, les bonnes nouvelles qui concernent l'actualité littéraire, ce sont les deux prix, deux écrivains algériens. Notre confrère Kamel Daoud, journaliste et chroniqueur, écrivain, qui est nominé pour le prix Goncourt. Rien que ça, s'il vous plaît. Autre écrivain, autre prix aussi prestigieux, c'est le prix Prince des Asturies. L'écrivain Yassine Khadra sera proposé pour le prix Prince des Asturies, a annoncé avant-hier à Oran, l'institution culturelle espagnole Cervantes, à l'occasion d'une rencontre avec l'homme de algérien. J'aime bien l'accent. J'aime beaucoup. Oui, Numéro 2, eh ben oui, la BD à sa place aussi chez nous. Beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires, de belles histoires, et l'intervention et surtout les planches de plusieurs